Alors, en route vers la Troisième Guerre mondiale, nous allons nous poser cette question aujourd'hui. Sommes-nous vraiment, réellement en route vers une Troisième Guerre mondiale? Avec un bon travail de recherche que j'ai effectué depuis plusieurs années, de nombreuses personnes qui ont travaillé aussi à ce document, je vais tenter de répondre à cette question avec tous les signes que nous voyons aujourd'hui. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, avec tous les signes que nous voyons aujourd'hui, nous sommes à même de dire que nous sommes réellement en route vers la Troisième Guerre mondiale. Alors, pourquoi donc la Russie se prépare-t-elle en vue du nouvel ordre mondial? La Russie de Vladimir Poutine. Un coup d'État signé Poutine. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que M. Poutine aimerait vraiment rester le président russe pour encore 2 autres mandats. Alors, il veut faire travailler, changer la Constitution pour pouvoir être président jusqu'en 2036. On est présentement en 2020. Encore un autre 16 ans. Alors, pourquoi M. Vladimir Poutine veut-il rester en poste aussi longtemps? Sinon que parce qu'il a commencé quelque chose, il y a des buts qu'il veut atteindre et il calcule qu'il a encore besoin de plusieurs années pour arriver à structurer cette nouvel ordre mondial-là qu'il parle déjà depuis si longtemps. Alors, la Douma russe approuve le projet de loi. Alors, Poutine vient de signer la réforme permettant son maintien au pouvoir jusqu'en 2024 et par la suite jusqu'en 2030. Ça nous amène à nous poser cette question-là. Ça ici, c'est on pourrait dire, dans un livre très ancien. On a découvert, ils appelaient ça à l'époque un voyant. C'est pas comme les voyants d'aujourd'hui, là. Un voyant ou un prophète. Alors, un prophète très ancien, dans un des plus anciens livres que nous possédons, a dit ceci. Il a dit que à la fin des temps, Gog, le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, se lèverait avec une armée internationale et prendrait le contrôle de la planète entière, totale, une dictature complète. Alors c'est ça, Gog, prince de Roche, Russie, de Méchec, Moscou et de Tubal, Tobolsk, le tsar de Russie, chef d'une armée internationale composée des peuples d'Arménie, d'Iran, de Libye, d'Éthiopie, de Turquie, du Liban, de Syrie et d'Irak, qui lui appelle ça Gomer, qui représente les peuples qui habitent au sud de la mer Noire et autour de la mer Noire, ainsi que de nombreux autres peuples, en particulier la Chine, capable de lever à elle seule une armée de plus de 350 millions de soldats, se lèvera et étendra son emprise sur toute la terre. Alors lui, c'est ça qu'il avait prédit. Il parle exactement de tous ces pays-là, Libye, Éthiopie, Turquie, Liban, etc. Il parle de la Chine. Puis il parle que ça va être un dictateur, un chef de toutes ces armées-là qui va se lever, qui va prendre le contrôle de la planète et il va venir de Russie, de Moscou, Méchec et Tubal. Alors c'est ça qui est la prophétie. Voyons qu'est-ce qu'il y en est présentement. On va prendre chacun de ces pays-là, comme Arménie, Iran exactement. Est-ce que c'est plausible qu'ils soient associés avec la Russie? Eh bien, on va voir que, justement, tous ces pays-là sont maintenant alliés du tsar de Russie. Et on le voit dans les nouvelles, dans les recherches qu'on a faites, c'est très clair que ce fait-là existe. L'Arménie est un allié stratégique de la Russie au Caucase du Sud, ainsi qu'un important partenaire de la Russie dans le cadre de l'Organisation du traité de sécurité collective sur l'axe méridional. Le 11 novembre 2003, les ministres russes arméniens de la Défense, respectivement Sergei Ivanov et Serge Sarkissian, ont signé à Erevan le plan de coopération militaire pour 2004
ainsi que 2 protocoles concernant l'implantation et l'attribution de terrains pour des bases militaires russes. L'Arménie, c'est les petits amis de la Russie. La Libye, dernièrement, les Russes sont allés s'impliquer en Libye. Ils ont envoyé des snipers, ils ont envoyé les Wagner, qui est un groupe de mercenaires russes, qui sont allés aider là-bas en Libye, parce qu'ils veulent vraiment s'impliquer là-bas aussi, devenir les amis des nouveaux futurs dirigeants de la Libye, en allant les supporter avec des missiles et différents plans de guerre. Justement, une nouvelle de dernière heure ici, dans le New York Times, on estimé que 200 mercenaires du groupe Wagner, une société privée russe, appartenant à un proche de Vladimir Poutine, alors c'est des amis, c'est tout du monde travaille ensemble, sont venus soutenir les forces du général rebelle Khalifa Haftar, bouleversant la dynamique de la guerre civile libyenne. Les Wagner, comme on les appelle, plus simplement, se sont montrés terriblement efficaces en Syrie, dans l'est de l'Ukraine, et on les croise aussi au Venezuela, en République centrafricaine et ailleurs en Afrique. L'influence que recherche le Kremlin a l'avantage d'être claire, installer au pouvoir des dirigeants autoritaires qui feront son jeu dans la région. C'est le New York Times qui nous dit ça. La Libye, nouvelle de dernière heure. Itinéraire d'une équipe de tueurs au service du renseignement militaire russe. France 24 qui nous sortait cette information-là dernièrement. L'Éthiopie maintenant. L'Éthiopie et Russie ont une relation spéciale dans les échanges culturels et la formation des élites. Alors, l'Éthiopie et la Russie fêtent leurs 120 ans de relations diplomatiques. La Russie s'installe doucement, mais sûrement, après son retour au Moyen-Orient avec le conflit syrien. Moscou souhaite asseoir son statut de puissance d'influence mondiale. Alors, ce sont des pays amis, avec l'Éthiopie, l'Angola et différentes autres places en Afrique qui sont installés de plus en plus par là. La Syrie. La nature des relations entre la Russie et la Syrie est stratégique mais aussi historique. En réalité, la Russie possède une base navale à Tartus, en Syrie, le deuxième plus grand port de la Russie. C'est en 2008 que Bachar el-Assad est reçu à Moscou pour trouver un accord sur la dette syrienne. En échange d'une importante coopération militaire, la Russie renouvelle le bail de la base navale de Tartus et envoie près de 1000 hommes pour stationner sur la base. En fin de compte, cette entente n'est qu'un moyen pour la Russie de réaliser son objectif de puissance. Alors c'est pourquoi la Russie soutient le régime de Bachar el-Assad. Alors c'est Kaoula El-Khalil qui nous explique ça, journaliste. On voit ici, en donnant son appui au régime de Bachar el-Assad dans les conflits syriens de Moscou, il voit là l'occasion d'élargir son influence dans la région. C'était ça son but. Alors, les Russes sont sortis de ce qu'on pourrait appeler là, d'un temps de réclusion qu'ils ont eu pendant plusieurs années pour rebâtir la Russie en tant que telle. Et puis maintenant, ils recommencent leur politique internationale à ressortir et à se faire des amis dans la région. Et puis, de plus en plus, vous allez voir pourquoi. Crime de guerre en Syrie, l'ONU souligne le rôle de Moscou et d'Ankara. Alors, Moscou va même jusqu'à commettre des crimes de guerre en Syrie afin d'asseoir son emprise dans la région. Alors, il n'y a rien à leur épreuve. Malgré la chute de l'Union soviétique en 1991, la Russie ne s'est pourtant pas résignée à se normaliser et n'a surtout pas abandonné ses grandes ambitions de puissance sur la scène internationale. L'annexion de la Crimée par Moscou en mars 2014 en constitue un bon exemple. L'intervention russe dans le conflit syrien a donc pour objectif essentiel de reconstruire l'image et la posture de la Russie sur le plan international. Au Liban. La Russie pousse ses pions au Liban. Alors, après avoir soutenu militairement jusqu'au bout Bachar el-Assad en Syrie, Moscou mène une offensive de charme chez son voisin libanais. Après sa victoire en Syrie, la Russie veut à tout prix reprendre
pied chez le voisin libanais pour assurer sa position régionale. La Russie est de retour au Proche-Orient après une parenthèse de 30 ans, suite à l'effondrement du bloc soviétique. Aujourd'hui, les Russes ont conscience que réactiver leur partenariat avec les Libanais est vital pour consolider leurs gains en Syrie. Alors, le Liban. Le président Michel Aoun a clôturé mardi une visite de 2 jours à Moscou, la première d'un chef d'État libanais en Russie. Il a rencontré Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables politiques, des acteurs économiques et une délégation de l'Église orthodoxe. La visite du président Aoun à Moscou marque la volonté libanaise d'une nouvelle orientation politique. Encore là, quand on se rappelle de ce qui avait été dit par le voyant, il parle exactement de tous ces pays-là, puis la Turquie est nommée elle aussi. Les Russes franchissent l'Euphrate en direction de la frontière syro-turque. Des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues dernièrement, ça. La main dans la main avec la Turquie et la Russie. Retrait des USA. Jérusalem redoute le contrôle de Moscou sur le Moyen-Orient. Et ils ont vraiment une bonne vision de tout ça parce que c'est vraiment ça qui est en train de se produire. En Iran maintenant, un autre partenaire, un autre allié du tsar de Russie. Les relations entre la Russie et l'Iran, les Perses, ont officiellement commencé sous le règne des souverains safavides en 1592. À l'heure actuelle, l'Iran et la Russie ont plusieurs intérêts communs. Par exemple, leurs dirigeants éprouvent de l'antipathie pour l'Occident, craignent la montée d'une opposition démocratique et le djihadisme sunnite et soutiennent le régime Assad en Syrie. Par ailleurs, non seulement la Russie vend des armes à Téhéran, mais elle a terminé la construction de réacteurs nucléaires pour l'Iran et envisage d'en construire d'autres. La nouvelle n'a pas fait grand bruit, pourtant fin juillet 2019, la République islamique d'Iran a signé un mémorandum militaire avec la Russie. Et c'est la première fois qu'un tel accord entre les deux pays est signé. Cela marque un tournant dans les coopérations militaires entre Téhéran et Moscou. Alors, très amis des Irans aussi, des Iraniens. Pour un retrait des États-Unis, la Russie et l'Iran souhaitent tous les deux que les Américains se retirent de la région et œuvrent en ce sens. Ils ont continué la construction de nouvelles usines nucléaires. Ils vantent la solidité de leurs liens avec la Russie. L'Iran est confronté à Israël en Syrie et envoie des armes directement au Liban. Donc on voit ça encore. L'Iran, Russie, Turquie, le Liban sont amis et puis ils sont de plus en plus en train de se mettre ensemble dans la région. Et le but de ça, du tsar de Russie, on va le voir de plus en plus, ça s'en vient. Alors, les États-Unis doivent se réveiller et réaliser que les gens de cette région sont enragés. Ils veulent que les Américains s'en aillent. Ils ne peuvent plus rester dans cette région s'ils ne sont plus les bienvenus. Aux dirigeants iraniens. Ancienne Perse encore toujours, nous cherchons un prétexte pour raser Tel Aviv, affirme un responsable iranien. Alors, Israël est en arrière de tout ça. Ils sont contre Israël. Ils se mettent ensemble. Le nucléaire iranien, l'agence d'inspection atomique sonne l'alarme. Ça, c'est arrivé, ça fait pas tellement longtemps qu'ils ont sonné l'alarme, qu'il y a des sérieux problèmes et puis qu'ils nous mentent. Iran, Syrie et Russie s'en prennent à Israël. Ça, c'est un petit reportage de Heart of God Ministry. Au cours de ces dernières années, il arrivait que des roquettes de la guerre civile syrienne tombaient en Israël, mais récemment, des troupes de la garde révolutionnaire iranienne ont établi de plus en plus de bases en Syrie et pour provoquer des frappes israéliennes. Nous ne pouvons pas permettre aux troupes iraniennes de s'établir du côté syrien des hauteurs du Golan. La Russie a même promis d'envoyer des missiles spéciaux qui pourraient abattre des avions israéliens, et cela a changé la donne. Et ça a finalement fait qu'Israël ont attaqué les fameux missiles russes avant qu'ils soient déployés, et puis ils ont fait sauter. L'Iran est en arrière de tout ça. Alors, l'Iran, Syrie,
et Russie ensemble. Le Time of Israel. Les États-Unis s'attendent à des cyberattaques venues d'Iran. Alors, les attaques viennent de partout. Irak, maintenant. L'avenir des relations de la Russie et de l'Irak va au-delà de la simple volonté de Moscou de vendre des armes à Bagdad. La présence de la Russie en Irak n'est plus qu'une question de temps. Alors, l'Irak se tourne vers le nord, vers la Russie. Le nouveau gouvernement irakien continuera probablement de considérer la Russie comme une force stabilisatrice au Moyen-Orient et un partenaire à long terme, avec lequel Bagdad pourra travailler, alors que les groupes terroristes continuent de poser de graves menaces pour l'avenir de l'Irak. Alors, les Russes s'en viennent là en sauveurs du monde, et puis ils veulent de plus en plus prendre une position aussi en Irak. Alors, tous ces territoires-là sont de plus en plus les amis de la Russie, et la Russie va les aider au niveau militaire, va installer des bases pour ses propres bases là-bas, va installer aussi des missiles qui vont leur vendre, missiles antimissiles. Alors, de plus en plus, ils sont installés. Alors, la politique de Trump pousse l'Irak vers la Russie parce que Trump, en s'en allant de là, il laisse toute la place. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, on dirait vraiment une stratégie militaire, si vous regardez ça comme il faut. Puis on va voir de plus en plus pourquoi je parle de ça. Alors, historiquement, la Russie a été un allié traditionnel de l'Irak dans plusieurs domaines depuis l'époque soviétique, et cela est toujours vrai aujourd'hui. L'Irak représente un centre d'intérêt pour la Russie pour deux raisons. En tant que des principaux producteurs de pétrole au monde et en tant que bon client d'armement russe. Lukoil, Rosneft et Gazprom, les trois piliers du secteur pétrolier russe, font des affaires en Irak depuis longtemps. La Russie contribuera à renforcer le potentiel militaire de l'Irak, a déclaré la semaine dernière le vice-ministre des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, alors qu'il recevait le prix du renforcement du dialogue russo-irakien, publiait le journal RIA Novosti. Alors, Moscou et Bagdad ont forgé une amitié solide et une coopération mutuellement bénéfique. De plus, l'Irak est un des principaux partenaires de la Fédération russe dans la région, a ajouté Bogdanov. Fait que l'Irak s'en va de plus en plus du côté des Russes aussi. Alors, la Russie, il faut dire une chose, c'est qu'elle dispose du plus grand arsenal nucléaire au monde. Alors, c'est pas pour rien non plus qu'ils se sont équipés de cette façon-là. Puis encore depuis les 10, 15, 20 dernières années, encore mieux, avec des meilleures armes, plus sophistiquées que jamais. On a ici, justement, les experts de la Russie selon les experts, la Russie vise à consolider sa puissance au Moyen-Orient, mais cherche aussi à réduire l'impact des États-Unis. Alors, c'est des manœuvres qu'ils font. L'histoire des missiles de défense russes, les S-400, le S-400 triomphe, les missiles antimissiles les plus sophistiqués qu'on peut retrouver présentement. Alors, la Chine a au moins 6 bataillons achetés par la Chine de ces fameux missiles S-400-là. L'Algérie en disposerait d'un nombre indéterminé. La Turquie, en septembre 2017, la Turquie a déclaré avoir acheté des systèmes S-400 à la Russie. L'Inde vient d'acquérir un système S-400 des Russes à bas prix, au bas prix de 5 milliards de dollars américains, source le Journal de Montréal. Alors, ils s'équipent même, puis ils mettent des missiles antimissiles jusqu'en Inde. Une autre sorte de missile, c'est les missiles hypersoniques russes avant-garde, qui peuvent atteindre Washington en 15 minutes. Moscou. Washington en 15 minutes, c'est le temps que mettraient les nouveaux missiles russes avant-garde tirés de Moscou pour frapper Washington. Ces missiles sont censés voyager à Mach 27. Aucune arme connue ne pourrait les arrêter. Alors, c'est des missiles super puissants, terrifiants. Il y a d'autres aussi missiles et d'autres armes terrifiantes qui sont sur le point d'aboutir, comme ici, il dit ici, les lasers super puissants, des missiles à portée illimitée et bien entendu des armes de drones intelligents. Alors pourquoi s'équiper autant, s'installer autant dans la région, se faire autant d'amis, installer des missiles antimissiles, avoir de plus en plus de missiles hypersoniques
qui peuvent venir jusqu'aux États-Unis en 15 minutes avec des bombes atomiques. Pourquoi, sinon que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de fumée sans feu? Pourquoi toute cette fumée-là? Alors, la Russie a annoncé vendredi la mise en service de ses premiers missiles hypersoniques avant-garde, l'une des nouvelles armes développées par Moscou et vantée par le président Vladimir Poutine comme pratiquement invincible. Alors, ce système fait partie d'une nouvelle génération de missiles capables, selon Moscou, d'atteindre une cible quasiment partout dans le monde et de surpasser n'importe quel bouclier antimissile existant. Alors, ils sont capables d'arriver aux États-Unis puis de traverser les missiles, le bouclier de missiles antimissiles que les États-Unis ont installé, qui n'est pas très solide d'ailleurs. Maintenant, on va parler des BRICS. Vous allez voir, encore là, c'est toujours selon qu'est-ce qu'on avait vu, tout ensemble, c'est un ensemble. C'est les pays qui de plus en plus s'approchent, deviennent amis de la Russie. Les BRICS, c'est particulièrement une base solide, de pays solides que la Russie s'est alliée avec au niveau monétaire, puis pour d'autres buts, bien entendu. Alors, les BRICS, c'est formé du B pour Brésil, R pour Russie, I pour l'Inde, du C pour Chine et du S pour Afrique du Sud, South Africa. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, les BRICS? C'est lors du sommet de Fortaleza au Brésil en juillet 2014 que les BRICS ont décidé de la création d'une banque de développement basée à Shanghai, en Chine, et d'un fonds de réserve. La banque est dotée d'un capital de 100 milliards de dollars. Elle peut accorder jusqu'à 350 milliards de prêts pour financer des projets d'infrastructure, de santé, d'éducation, et etc. Mais le petit etc., c'est qu'ils sont aussi capables d'investir pour des dictateurs, pour leur donner des équipements, des chars, pour maintenir leur population, pour le contrôle de leur population. Ils sont capables de les équiper même au niveau militaire. Alors, dans des pays concernés et dans d'autres pays émergents. Point notable, elle n'assortit pas ses prêts de conditions contraignantes, comme c'est le cas du FMI. Non, parce que le FMI, eux, ne vont pas donner de l'argent à des pays rebelles ou qui ont des mauvais plans contre leur peuple ou pour faire la guerre. Tandis que les BRICS, eux autres, ils disent pas de problème, venez amis avec nous autres, on va vous financer, nous autres, on peut mettre des milliards de dollars pour vous aider, pour développer vos pays, puis pour que vous puissiez pogner le contrôle de plus en plus, un peu comme Bachar al-Assad le fait là, au niveau des dictatures dans leur propre pays. Alors, ce sont des dictateurs, ils sont prêts à les épauler, ces dictateurs-là, qui peuvent venir d'ailleurs aussi. Dictateurs de plus en plus en Russie, le tsar de Russie, dictateur avec Bachar al-Assad, dictateur avec Xi Jinping, la Chine, de plus en plus dictateur en Inde, avec, vous allez voir, d'autres choses qui se passent là-bas en Inde. Là. Pourquoi que je parle de ça? Préparatifs déjà très amorcés pour l'après-guerre et le nouvel ordre mondial par les BRICS. Alors, les BRICS, cette alliance économique créée en 2009 pour contrer une éventuelle chute du dollar, est un système monétaire qui est déjà bien structuré et maintenant prêt pour une éventuelle crise économique mondiale. Crise qui pourrait être orchestrée d'ailleurs en coulisses par des cyberattaques. On l'a vu tout à l'heure, même l'Iran cherche à en faire. Puis on sait qu'ils en ont fait des cyberattaques aux États-Unis, au Canada, à différents endroits. Tout venait de la Chine ou de la Russie, de ces pays-là, l'Iran, qui veulent déstabiliser le monde là-bas. Alors, crise qui pourrait être orchestrée d'ailleurs en coulisses par des cyberattaques contre le système capitaliste et qui aurait pour effet de déstabiliser le monde libre et de paralyser les activités de la société. Alors, c'est ça leur but. Alors, pourquoi faire ça? Sinon que tu as des buts de prendre le contrôle de la planète. Alors, les BRICS pourront ainsi rebondir assez rapidement à une destruction globale lancée contre les pays capitalistes, et plus particulièrement lors de la destruction des États-Unis d'Amérique, souhaitée par de nombreux pays du monde, mettant ainsi la table à l'équilibre social et monétaire de ce nouvel ordre mondial. Cette dictature planétaire est en préparation et est donc beaucoup plus près de nous qu'on ne le pense. Dans une nouvelle interview, Vladimir Poutine, lui, fait le bilan du nouvel ordre mondial en 6 mots.
le dollar américain va bientôt s'effondrer, ce qui va, eux, leur permettre de rebondir. Et ils ont préparé déjà un après-guerre. Alors, comme on peut voir, les BRICS seraient prêts à privilégier une crypto-monnaie unique au détriment du dollar. Alors, la Chine, une puissante alliée des Russes. Alors, naturellement, on sait que Xi Jinping, c'est le dictateur chinois et c'est un très bon ami de la Russie, le tsar de Russie. Et puis, la Chine, c'est une des plus grandes armées de terre du monde, capable de lever une armée de 350 millions de soldats. Alors, Xi Jinping a initié l'un des plus grands programmes d'infrastructure de commerce de l'histoire, des projets de 100 milliards. Alors, il est président à vie et ça amène une incertitude pour le monde. Alors, la Russie et la Chine ont fait des exercices militaires à plusieurs fois, là, en 2018, en 2019. Alors, des grands amis, ils font des manœuvres ensemble, ils se préparent à des attaques ou à des défenses qu'ils pourraient avoir dans toute la région. Alors, l'après-guerre et éventuellement le contrôle sur tous les habitants du monde est en préparation depuis plusieurs années. Nous pouvons le constater par différents signaux. Nous avons déjà parlé des alliances qui s'établissent peu à peu avec les pays, déjà mentionnés dans la prophétie, et nous avons démontré que le BRIC est prêt à prendre la relève du côté monétaire. Alors, un autre bon exemple est le contrôle exercé sur la population chinoise par leur dictateur, Xi Jinping. Depuis plusieurs années, l'espionnage de la Chine face à leur propre population par la reconnaissance faciale, le suivi par ordinateur de leurs moindres faits et gestes, en est un exemple frappant. Les goulags chinois sont bien réels. La rééducation qu'ils font subir à la nation ouïghour en particulier, dans les régions du Xinjiang, en est le meilleur exemple. Ces prisons à ciel ouvert sont érigées afin de menter les opposants au régime et de les assimiler à leur philosophie athée. La Chine développe présentement des outils de contrôle dans un grand laboratoire qui est en fait leur propre pays. Ces techniques de contrôle pourront être installées à l'échelle mondiale lors du nouvel ordre mondial orchestré et voulu par de nombreux dirigeants du monde et principalement par le tsar de Russie qui veut déstabiliser le monde libre actuel, entre autres grâce aux BRICS et à la crypto-monnaie, comme nous l'avons vu un peu plus tôt, le tout afin d'établir éventuellement sa propre dictature mondiale. Alors, les goulags chinois, c'est la réalité là-bas. C'est au Xinjiang. La reconnaissance faciale est un outil de contrôle ultime qui sera utilisé pour diriger les peuples du monde entier. Ils sont déjà en train d'établir le système de contrôle mondial. L'Inde même a demandé un coup de pouce pour installer la reconnaissance faciale dans son propre pays aussi. L'Inde, on l'a vu, font partie du BRICS, naturellement, le I pour Inde. Avec la reconnaissance faciale est un outil de contrôle bientôt utilisé aussi en Inde. L'Inde prévoit d'introduire un système national de reconnaissance faciale, un danger supplémentaire pour les chrétiens de ce pays. Parce que, c'est ça, il y a une haine contre les chrétiens. Ça, c'est l'index des chrétiens torturés dans le monde, l'index de 2020. Alors, c'est un outil qui est très dangereux et qui peut amener de plus en plus de persécutions pour les gens qui sont pas en accord toujours avec le système ou leur dictateur. On a ici Huawei qui a installé des millions et des millions de caméras partout en Chine pour espionner les moindres faits et gestes de leur propre population. Chaque voiture, ils savent où qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Ils ont un suivi avec des caméras partout. Reconnaissance faciale, chaque personne, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle est. Et puis, il y a même des systèmes de pointage, en tout cas, toute une histoire. Alors, c'est le contrôle total. Fait une belle photo aussi qui exprime ça, drapeau de la Chine avec les caméras partout. Alors, eux sont en train de se préparer
à interner ceux qui ne veulent pas marcher selon le système, comme ils font déjà là-bas, au Xinjiang. Alors, chaque point rouge, ça se trouve être une prison à ciel ouvert qu'ils ont installée dans ces régions-là pour mater la population. Alors, c'est ça leur but. La Russie et la Chine en mode espionnage accéléré. Alors ici, on a même compagnie Bombardier de Montréal qui avait été espionnée par les Russes. Ici, nous avons Equifax qui a été... les Chinois sont déjà en mode ramassage d'informations. Partout dans le monde, ils veulent ainsi compléter leur banque de données sur nous tous. Ni les Américains, ni les Canadiens, ni les Québécois n'ont échappé au vol d'identité. Alors, on voit ici des Chinois inculpés dans le dossier Equifax. Département de la justice américaine qui révèle ces choses-là. Il faut comprendre un peu qu'est-ce qui est le but aussi du communisme, le but de la Russie et de la Chine, etc. Nous sommes le parti de la classe qui marche à la conquête du monde. Ça, c'est M. Frunz de 1885 à 1925 qui expliquait pourquoi partir le mouvement communiste. Alors, c'est pour marcher à la conquête du monde. Ils veulent, depuis le début, implanter ça dans le monde entier. Staline lui a dit « Impossible d'en finir avec le capitalisme si on n'en finit pas avec le social-démocratisme dans le mouvement ouvrier. » Alors, leur but, on le voit, en finir avec le capitalisme. C'est au niveau mondial. Vladimir Lénine lui a dit tôt ou tard, le communisme dominera le monde. Quand il a dit tôt ou tard, ça voulait dire, regarde, on n'est pas pressé. Ça fait longtemps qu'on a ce but-là, mais mis qu'on l'aille, ça va être pour toujours après. Il n'y aura plus personne qui va être capable de nous enlever de là. Mais d'ici à ce que c'est qu'on réussisse à pogner le contrôle du monde entier pour installer notre système communiste socialiste à la Vladimir Poutine, etc., et à la Xi Jinping, bien, ils ne sont pas pressés, mais ils visent. C'est tôt ou tard. Puis ça a été plus tôt ou tard que tôt, là. Ça fait plusieurs années que ce petit message-là a été donné. Mais avec ce qu'on voit aujourd'hui, ils sont de plus en plus en bonne position pour réussir à installer le communisme dans le monde. Alors, une guerre totale entre le communisme et le capitalisme est inévitable. Aujourd'hui, nous sommes évidemment trop faibles. Mais le moment viendra dans 20 ou 30 ans, ou 40 ou 50 ans. Dès que leur garde sera abaissée, nous les écraserons. C'est Dimitri Manuevski, un discours en 1931 qu'il a fait devant les dirigeants socialistes à l'époque communiste. Victor Surovov, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Durant toutes mes années de formation dans l'armée, puis à la direction de la GRU, j'ai appris que l'Ouest était l'ennemi à abattre. Je me rappelle aussi une formule enseignée à l'école de guerre. Nous lancerons les propositions de paix les plus spectaculaires et les plus séduisantes avec à la clé de soi-disant concessions. On sait qu'ils ont fait beaucoup d'accords avec les Américains et puis qu'ils ont trahi tous ces accords-là toujours, et qu'ils n'ont jamais vraiment respecté au bout de la ligne, et puis qu'ils se sont armés plus que jamais. On parle des accords SALT 1, SALT 2, START 1, START 2. Même Gorbatchev qui est arrivé avec la glasnost, la perestroïka, qui fait partie d'un grand stratagème d'endormir l'Ouest. Et c'est ça qui est arrivé. Les pays capitalistes et décadents coopéreront avec joie à leur propre destruction. Nous les neutraliserons par l'amitié et dès qu'ils se relâcheront, nous les écraserons. Alors, Victor Surovov fut le second officier de la GRU, le mystérieux service secret militaire soviétique, à être passé à l'Ouest. Figaro, magazine 410, 12 décembre 1987. Alors, vous voyez encore là les buts qui avaient été fixés puis qui sont fixés
même comme des formules qui sont encore enseignées à l'école de guerre communiste russe. C'est que l'ennemi à abattre, c'est le capitalisme. Alors, tout semble de plus en plus en place pour que s'accomplisse leur but commun, qui est, comme Staline l'a si bien dit, en finir avec le capitalisme. Ce serait fou de croire que cette idéologie-là n'est plus dans leur carton. Alors, on s'imagine bien clairement une guerre nucléaire, ça c'est une petite bombe. Il y a des bombes encore beaucoup plus grosses que ça maintenant, qui peuvent détruire en très peu de temps. En 10-15 minutes, ça peut arriver devant les États-Unis avec des missiles ICBM, des missiles hypersoniques, avec des ogives nucléaires qui sont sur ces missiles-là, qui s'en vont vers les différentes grandes villes américaines. Et en très peu de temps, cette guerre-là peut être terminée. Et puis, c'est une guerre qui peut être concentrée à différents endroits et puis qui peut être mesurée. Et c'est pas nécessairement la destruction du monde entier, au contraire, c'est la destruction du système capitaliste qui va être visé. C'est sûr qu'il va y avoir des bombes qui vont tomber aussi du côté communiste, du côté de la Russie, tout ça. Mais eux ont des missiles antimissiles assez puissants pour se protéger, ils en ont de plus en plus. Puis les Américains sont de moins en moins protégés avec les fameux missiles hypersoniques qui peuvent arriver très vite à Mach 27, puis qui peuvent rentrer puis passer par-dessus le bouclier antimissile américain. Alors ça, c'est possible, présentement. Fait qu'après la guerre, l'après-guerre et l'établissement d'un nouvel ordre mondial, comment ça pourrait procéder? Eh bien, c'est ça. Hein? Imaginez-vous un instant dans quel état sera la planète après une guerre nucléaire. Tout d'abord, le système sera complètement anéanti. Les États-Unis seront très durement touchés. Les principales villes américaines détruites. Le Canada ne sera pas non plus épargné. De plus 40 à 50% des villes de plusieurs pays seront détruites aussi. En fait, partout dans le monde, les peuples auront à subir les conséquences de cette troisième guerre mondiale, car les effets secondaires les atteindront tous. Ainsi, les années qui suivront la guerre seront très douloureuses, physiquement et matériellement. En effet, les systèmes de communication seront touchés. L'électricité, le transport, les soins médicaux, le chauffage, le logis manqueront sérieusement. Et que dire de l'eau des rivières, des fleuves, les animaux, les cultures de toutes sortes seront contaminés, aggravant les problèmes d'approvisionnement en nourriture. Cette situation prévaudra dans la plupart des pays du monde. La reconstruction sera longue et pénible, et d'une ampleur gigantesque. Pendant des mois, il faudra des équipes de chercheurs pour retrouver les survivants et leur apporter l'aide nécessaire, ainsi que d'autres équipes pour retrouver les cadavres et les incinérer afin d'éviter le plus possible les épidémies. À cause de la destruction des secteurs industriels, la société aurait très peu de possibilités techniques. L'économie et l'industrie ne seront pas détruites complètement, mais feront face à des problèmes majeurs auxquels il faudra remédier. Toutes ces tâches échoueront naturellement à ce nouveau gouvernement mondial qui sera formé après la guerre et qui aura de toute évidence beaucoup de pain sur la planche. Une fois que la plupart des gens seront secourus, il faudra entre autres enlever les débris de toutes sortes, mettre sur pied un réseau de communication minimum, effectuer les réparations les plus urgentes aux édifices, aux routes, aux installations d'utilité publique. Il faudra réorganiser les systèmes de transport, relancer le marché et l'économie. La population devra s'ajuster à un nouveau genre de vie qui sera mis de l'avant par les nouveaux dirigeants mondiaux. Tous les gouvernements des pays qui n'auront pas été détruits et qui auront été témoins de la puissance avec laquelle l'Empire russe, ses alliés, la Chine, etc., aura remporté cette guerre, en anéantissant le capitalisme, n'auront pas d'autre choix que de se soumettre docilement à ce nouveau régime par crainte d'être anéantis à leur tour. Ainsi, en ces jours-là, comme l'indique la prophétie, un dictateur se lèvera et étendra son emprise sur toute la terre.